Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on va se laisser, je sais pas. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, on se laisse. Ah, ça c'est ça, nous on a maintenant. Hein? Les petits téléphones Jongolo là. Voilà, il faut souvent avoir ça. On ne sait jamais. Donc partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, on se laisse. Partagez le direct, on se laisse. Partagez le direct, on se laisse. Partagez le direct. On se laisse. Donnez les étoiles. Hein. Pour ceux qui aimeraient bel et bien donner, n'hésitez surtout pas à les donner. Pour ceux qui aimeraient bel et bien partager le direct, n'hésitez pas à le partager. Ceux qui aimeraient inviter leurs amis, leurs collègues, leurs connaissances à assister à ce direct de ce soir, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous massivement sur JJ Complet. Ça, c'est ma page, ainsi que ma chaîne YouTube. C'est le même nom, JJ Complet. Sur YouTube, c'est JJ Complet. Sur Facebook, c'est JJ Complet. Donc, il y a des personnes qui ne voient pas mes directs à travers Facebook. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, JJ Complet, parce que quand je finis les directs, je les partage là-bas. Et donc, si vous n'avez pas pu voir mes directs, ou bien si vous ne parvenez pas à voir mes vidéos que je fais sur Facebook, vous pouvez les revoir sur YouTube. Donc, c'est très important. Donc, allez-y, vous abonnez sur YouTube, vous tapez JJ Complet, vous allez voir ma chaîne en YouTube. C'est très important. L'incontournable. L'incontournable. Donc, on va voir un peu le même Steve. Ouais, c'est le grand JJ Complet. Christian Moui, ouais, maître Christian, big up à vous. Le samouraï noir, big up à vous. Bikwasi, big up à vous. Et ainsi que tous ceux qui sont connectés ce soir, je vous salue avec délicatesse. Je vous salue avec respect. Toutes les personnes en direct, vous avez mes sincères salutations. C'est très important. Et surtout, bonne fin d'année à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable JJ Complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, des ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la situation sur le terrain ukrainien. C'est très important. Et pourquoi les Russes creusent-ils des tranchées dans la Crimée? Voilà. Donc, la Crimée, vous savez, je peux dire la Crimée est une île, puisque il y a l'eau qui sépare la Crimée de la Grande Russie et un peu qui sépare la Crimée du reste de l'Ukraine. Donc on peut dire que c'est une île très très stratégique qui se trouve sur la mer Noire. Et cette position de la Crimée permet à la Russie d'avoir le contrôle sur la mer Noire. C'est très important. Et donc la prise de la Crimée, si les ennemis parvenaient à prendre la Crimée, c'est un coup dur contre la Russie. Et donc est-ce que les Ukrainiens à l'heure actuelle peuvent faire un débarquement sur la Crimée? Est-ce que les Ukrainiens peuvent prendre la Crimée? Non. Mais pourquoi les Russes creusent des tranchées dans la Crimée? Voici la question que les gens devraient se poser. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai ma vision en moi, j'ai ma manière de voir les choses. Donc, nous allons nous expliquer ce soir et je vais vous exposer ce que je vois par là. Alors, j'espère que vous êtes bien assis. Alors, les tranchées que creusent les Russes au sein de la Crimée, c'est-à-dire sur les côtes de la Crimée, ainsi que du côté de l'Ukraine, c'est-à-dire vers Mélitopol. Quand vous quittez la Crimée pour rentrer dans le Donbass et tout, il y a Mélitopol, la ville, la première grande ville qui est là-bas, c'est Mélitopol et tout. Donc, les Russes creusent des tranchées
entre Mélitopol et la Crimée, et entre la mer Noire et la Crimée. Pourquoi les Russes font ça? Est-ce que les Ukrainiens en ce moment, ils ont la capacité de mener un débarquement? Non. Parce que là, il y a des batteries anti-navires qui sont positionnées tout autour de la Crimée. Et donc, un débarquement sur la Crimée, ça mérite assez de moyens. C'est-à-dire, lui qui doit débarquer là-bas, il doit accepter d'abord de perdre beaucoup de militaires. C'est-à-dire les navires plus la vie humaine. Donc, si une puissance étrangère voulait faire un débarquement sur la Crimée, cette puissance étrangère devrait accepter une perte colossale en matière matérielle et humaine. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais pourquoi la Russie creuse et met déjà des mines au bord de la mer? Mon explication est simple. La Russie sait que tôt ou tard, cette opération spéciale qu'elle mène va déborder. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui prévoit quelque chose, quelqu'un qui voit loin, il doit tout prévoir. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine que la Russie fait ces tranchées-là. Non. Parce que d'autres disent, ah, mais les Russes ont peur des Ukrainiens à cause de ça. Non, 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 non. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine que les Russes creusent ces tranchées. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine que les Russes posent des mines tout autour de la Crimée, vers la mer Noire. Les Russes préparent déjà le terrain parce qu'ils ont certaines informations que tôt ou tard, parce que ce que j'ai appris, c'est que les pays membres de l'OTAN, les informations dont je dispose, les gens m'ont fait comprendre que les pays membres de l'OTAN disent qu'ils vont intervenir en Ukraine si la Russie lance son offensive de grande envergure. Est-ce que vous comprenez? Parce que la première fois, les Russes, ils n'avaient pas préparé le terrain. Ils pensaient que les Occidentaux n'allaient pas intervenir dans leur affaire et qu'ils allaient chasser Zelensky du pouvoir. Et donc, du coup, ils avaient minimisé et tout, puisqu'ils connaissaient la capacité militaire de l'Ukraine. Mais vers la dernière minute, les Occidentaux ont envoyé beaucoup d'armes. Ils ont aidé les Ukrainiens à empêcher les Russes de parvenir à leur... ou bien à empêcher les Russes d'atteindre leurs objectifs sur l'Ukraine. Donc, en commençant par le nord de l'Ukraine, c'est-à-dire vers la Biélorussie et consorts. Parce qu'ils sont aidés, les mercenaires sont rentrés en action et tout. Or, les Russes n'avaient pas prévu tout ça. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus affaire aux Ukrainiens seulement, et qu'ils ont affaire à tout un groupe de pays, dans tous les domaines, renseignement humain, renseignement satellitaire, technologie, soldats, armement, tout ce dont les Ukrainiens ont besoin, et puis ils envoient ça sur le terrain. Parce que j'ai appris qu'il y a 15 000 militaires allemands. Pour le couvrir, on dit non, ce sont des volontaires. Donc il y a 15 000 militaires allemands qui sont là-bas, qui combattent aux côtés des forces ukrainiennes. Sans compter les Polonais qui sont nombreux, sans compter les Américains, les Français, ainsi que vous comprenez déjà. Donc si on veut faire la part des choses, ils peuvent atteindre environ 100 000 personnes, 100 000 mercenaires qui sont en Ukraine, qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Donc ce n'est pas une petite armée, 100 000 militaires, vous comprenez déjà que même l'armée ivoirienne ne vaut même pas 50 000 militaires. Donc vous comprenez déjà que ce n'est pas une petite affaire. Ok. Donc les Russes prennent maintenant le temps, puisque vous remarquerez, dans ces temps-ci, ils sont là à lancer les satellites. Ils multiplient le lancement des satellites. Ce n'est pas n'importe quel satellite, ce sont des satellites militaires. Des satellites qui vont permettre aux Russes de mener la prochaine grande offensive. Parce que les Russes sont au courant que l'OTAN ne va pas rester les bras croisés.
Et donc, les Russes aussi lancent des missiles pour avoir de l'Internet, comme Starlink, c'est-à-dire Internet comme pour Elon Musk. Au cas où il y a un affrontement direct, si jamais l'Internet russe se coupe, ils puissent communiquer directement par Internet, Internet satellitaire, pour ne pas que les forces terrestres et les forces aériennes, ainsi que le commandement et tout, ne soient pas coupés. Donc, ils sont là lancés des satellites pour avoir de l'Internet via satellite et non Internet par câble. Parce que ce qu'ils ont, c'est Internet par câble que tous les pays du monde ont. Est-ce que vous comprenez? Même en Afrique, c'est par câble. C'est pas par satellite. Donc, si on coupe les câbles, c'est fini. Il n'y a plus d'Internet. Et donc, si les forces qui sont sur le terrain ne peuvent plus communiquer, s'il n'y a pas d'Internet, il n'y a plus de réseau, ils vont communiquer comment? Donc, c'est la désorganisation totale. Et donc, les grandes puissances se préparent sur ce plan. Donc, les Russes ont commencé à lancer des milliers de trucs de satellites dans ce sens. Donc, ils vont avoir un Internet global russe connecté par satellite. Et ils ont déjà leur propre Internet privé qui n'a rien à voir avec l'Internet global. Ils ont un Internet. Donc, ils peuvent décider de couper leur Internet national qu'ils ont aux yeux des autres Internet pour éviter les cyberattaques dans leur pays. Mais pour le moment, ils ont déjà fait l'expérience et ça a marché. Mais c'est à cause de la population russe, ils ne peuvent pas déconnecter la Russie du reste du monde via Internet parce que la population va mal prendre ça. Mais au cas où il y a eu une guerre, ils peuvent couper ça. Et la population ne pourra pas parler. Donc, sur ça, ils se préparent. Maintenant, il y a des satellites qui lancent, qui sont des satellites de renseignement, des satellites à détection par truc magnétique. Voilà. Donc, ils lancent tout ça pour avoir tout ça de satellites afin de commencer. Puisqu'ils savent que maintenant, il y a l'OTAN qui fout son nez là-dedans. Et l'OTAN est déjà sur le terrain. Tous ces systèmes de défense qu'ils envoient là-bas, c'est au nom de l'OTAN, ce n'est pas au nom de l'Ukraine. Patriote, Mamba, Nazam, tout ça de trucs de missiles anti-aériens dont disposent les pays membres de l'OTAN. Il y a déjà une partie, ils risquent une partie sur le territoire ukrainien et d'autres vont venir. Donc du coup, vous ne pouvez pas dire que c'est une aide à l'Ukraine, non. Puisque c'est eux-mêmes, les militaires de l'OTAN, qui pilotent ça. Parce que pour former ceux qui vont utiliser ces systèmes, ça prend assez de temps. Or, en envoyant ces systèmes de façon précipitée, ce ne sont pas des militaires ukrainiens formés qui vont surveiller ça, non. Ce sont des spécialistes des pays membres de l'OTAN qui vont en Ukraine pour assister à ça et piloter ces systèmes. Donc, du coup, ils sont déjà en Ukraine, en fait. Mais pas officiellement, mais officieusement, ils sont déjà là-bas. Et ce sont eux qui dirigent ça. Ce que l'Allemagne a envoyé, ce sont des soldats allemands qui pilotent. Nazam, ce sont des soldats américains qui font. Même les drones sous-marins que les Ukrainiens lancent, ça vient de l'Angleterre. Ce sont les Anglais qui pilotent ça. Eux-mêmes, ils ont avoué qu'ils ont mené des opérations et qu'ils ont 350 militaires sur le terrain ukrainien. Donc, vous comprenez que ce que les gens vous disent à travers le monde, non, l'Ukraine, ils utilisent le nom ukrainien, mais derrière l'Ukraine se trouvent des gens, des loups en peau d'agneau. Donc, vous voyez le mouton qui est là, le mouton, mais enlevez le masque, vous allez voir que des loups sont cachés dans la peau du mouton en question. Donc, c'est ce qui se passe là-bas. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que la Russie est faible et que c'est l'Ukraine seule qui affronte la Russie. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et que derrière l'Ukraine se trouvent tous les pays qui composent cette alliance atlantique. Alors les Russes, ayant les informations que les pays membres de l'OTAN vont se mêler de leur future offensive parce qu'ils ont trop investi en Ukraine, ils ne peuvent pas perdre devant l'humanité tout entière. Eux-mêmes, ils sont mouillés jusqu'au cou. Ils ne peuvent pas perdre. Donc, du coup,
Ils savent que la future offensive russe, ça ne va plus être de la plaisanterie. Ça sera une vraie offensive avec des moyens colossaux. Et c'est ce que les Russes préparent. Voilà pourquoi les Américains ont dit, bon, les Russes vont intervenir, alors nous allons multiplier les armes, nous allons envoyer des systèmes anti-aériens. L'objectif, c'est d'empêcher les avions russes de bombarder le territoire ukrainien et les abattre. Et donc, de façon minutieuse, ils intègrent déjà l'Ukraine au sein de l'OTAN. Puisque les mêmes systèmes de défense, ils transportent ça en Ukraine, et la manière, ils font un commandement intégré de l'OTAN et tout. Donc, l'Ukraine, de façon indirecte ou bien de façon officieuse, l'Ukraine intègre l'OTAN petit à petit. Donc, ils ont déjà positionné des chars à la frontière polonaise. Et les Américains, ils envoient des renforts, ils envoient des chars, Ils disent non, c'est pour renforcer le flanc ouest de l'OTAN, mais non. Les informations disent que non, ils veulent rentrer en Ukraine si la Russie lance une offensive, parce que l'offensive que les Russes vont lancer, s'ils laissent les Ukrainiens seuls, ils ne pourront pas arrêter les Russes. Et donc, il faudrait que l'OTAN rentre en action. Les Russes, ayant cette information, ils ont fait comprendre que si l'OTAN intervient, alors la guerre va dégénérer. Et donc, les Russes ont commencé à charger leurs missiles intercontinentaux dans les différents silos. Et ils ont commencé à faire des barricades, c'est-à-dire vers la Crimée, parce qu'ils savent que si l'OTAN rentre dans la danse, ça sera une guerre très violente, où il y aura beaucoup de navires. Et donc, les pays membres de l'OTAN, pour rentrer réellement en Russie, prendre la Crimée, il leur faut un débarquement. Ils doivent débarquer. Parce que du côté de la Lituanie, de l'Estonie, ce n'est pas par là-bas ils vont passer pour vouloir conquérir la Russie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par là-bas ils vont vouloir passer. Puisque l'Estonie, Lettonie, il y a la Biélorussie qui est là. Et donc il y a eu une petite partie qui sépare Leningrad à la Biélorussie. Et donc il faut traverser la Lituanie. Mais cette partie-là, depuis la Biélorussie et depuis Leningrad, il peut avoir une offensive des deux côtés pour couper la Lituanie du reste de l'OTAN. Et donc, ces deux pays-là peuvent vite soulever les drapeaux blancs pour dire, bon, nous ne voulons plus continuer parce qu'ils vont être vite isolés. Ok. Du côté de la Finlande, le président finlandais, il dit non, il ne veut pas qu'il y ait des armes nucléaires en Finlande. Et il est contre ça. Et tout. Ils avaient dit qu'ils voulaient, mais après ils ont dit non, ils ne veulent plus. Et eux, ils ne veulent pas que l'OTAN passe par là-bas pour attaquer la Russie. Et donc les Russes sont conscients que pour débarquer dans la Crimée ou prendre de l'autre côté de la Russie, alors il leur faut un débarquement depuis la Turquie, depuis la Roumanie. Et donc voilà pourquoi ils préparent déjà la Crimée, au cas où il y a un débarquement pour faire face aux forces de l'OTAN. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine. Vous comprenez, ce n'est pas à cause de l'Ukraine. Donc les spécialistes des plateaux de télé, ils ne comprennent pas. Eux, ils ne projettent pas leur vision. Ils ne voient pas de façon globale. Ils se limitent sur Ukraine. Mais non, les Russes ne peuvent pas dire, on se prépare contre l'OTAN, ceci, cela. Non, sinon le monde entier va dire, ah, donc c'est une guerre mondiale qui va se déclencher. Donc ils font doucement. Ils font doucement. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il y a déjà 200 000 militaires russes qui ont été transférés en Biélorussie. Pour les gens qui ne le savent pas. Donc 200 000 militaires russes. Parce que parmi les mobilisés, la Russie avait déjà envoyé des mobilisés. Il y avait déjà des soldats russes en Biélorussie pour garantir la sécurité de la Biélorussie. Mais en dehors de ça, parmi les mobilisés, ils ont envoyé beaucoup de mobilisés qui ont été formés là-bas, sur place. Ils ont envoyé des nouveaux matériels de guerre. Donc les T-90, les chars T-90, beaucoup ont été envoyés vers la Biélorussie. Ils ont envoyé des avions radars en Biélorussie, des MiG-31 en Biélorussie. L'objectif, parce qu'ils sont conscients que l'OTAN va intervenir. Donc si l'OTAN intervient, il faudrait que depuis le territoire biélorusse, il y ait une force
capable de frapper depuis la Biélorussie, perturber hein, les bases militaires de l'OTAN qui se trouvent depuis la Pologne et la Roumanie, ainsi de suite. Donc, ils sont là déployés une force d'une vraie capacité de frappe depuis la Biélorussie. Et ils ont déjà modifié les avions biélorusses qui peuvent porter des missiles nucléaires. Voilà, que les avions de combat peuvent laguer. Et donc, les avions biélorusses ont été déjà modifiés par la Russie pour permettre aux avions biélorusses de transporter des missiles nucléaires. Donc, tout ça, ça a été modifié parce qu'ils sont au courant que l'OTAN veut rentrer en Ukraine et même attaquer depuis la Biélorussie aussi. Donc, si jamais c'était le cas, il faudrait que la Biélorussie soit en mesure de frapper avec des armes nucléaires et que voilà, la Biélorussie soit en mesure aussi de frapper fort les bases militaires qui sont là-bas en soutien. La Russie va soutenir. Et avant que les alliés de la Russie ne viennent, parce que la Russie aussi est dans une alliance. Voilà. La Russie aussi est dans une alliance. Donc avant que ces alliés ne viennent, eux, ils vont déjà tenir le front. Et ce qu'ils vont vouloir faire le plus tôt possible, parce que si ce n'est pas terrestre, ça va prendre du temps pour avancer et atteindre leurs objectifs. Ils vont vouloir prendre l'eau pour faire un débarquement. Ils aiment bien les débarquements. Voilà pourquoi les Russes préparent déjà la Crimée. Donc voici la stratégie russe. C'est ce que les gens ne voient pas. Et ils se contactent ensuite. Ah, les Ukrainiens, non, ce n'est pas une question d'Ukraine. Parce que l'OTAN refuse de perdre en Ukraine. Perdre en Ukraine, c'est comme si la puissance américaine ne valait plus rien. Et ils comprennent parfaitement que perdre en Ukraine, ça va pousser d'autres pays à aussi faire pareil. Parce qu'aux yeux du monde entier, ils vont dire, mais vous étiez nombreux, vous avez affronté la Russie vous a gagné. Et donc, du coup, leurs alliés lointains vont commencer à douter de leur propre capacité, de la capacité des pays membres de l'OTAN. Et beaucoup de pays vont vouloir tisser des alliances avec la Russie. Pour dire, ah, la Russie a déjà fait face à l'OTAN. Et donc, une alliance avec la Russie, on ne peut pas perdre. Et donc, la Russie aura beaucoup d'alliés. Donc, c'est une question de géostratégie, la guerre en Ukraine. Lui qui perd, il risque de perdre ses alliés. Et donc, les atlantistes ne veulent en aucun cas perdre cette histoire de guerre en Ukraine, puisqu'ils sont déjà mouillés jusqu'au cou. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont envoyé leurs propres soldats d'autres ont été tués. Ils ne disent pas ça ouvertement pour ne pas que les gens sachent que mais de jour en jour, il y a des cercueils qui rentrent dans leur pays. Donc, ils ont perdu beaucoup de trucs, de matériel. Eux-mêmes, ils prennent leur propre stock, leurs propres armes qu'ils ont fabriquées avec des milliers de milliards. Ils donnent, ça se détruit sur le territoire ukrainien. Ils saignent, économiquement parlant. Ils sanctionnent, ils saignent, et ils vont abandonner comme ça. Non, ils ne sont pas prêts d'abandonner. Sinon, leur population va leur demander des comptes pour dire, mais c'est pour ça là que vous avez gaspillé tout notre argent. Nous voulons faire des bilans et donc, dès lors qu'ils vont quitter le pouvoir, ils vont les poursuivre dans leur propre pays pour parler de détournement et ceci, cela. Donc, ils ne veulent pas reculer. La Russie aussi est déterminée. Parce que si elle perd, c'est fini. Si elle perd là, l'OTAN va répéter les mêmes choses qu'elle répète. Donc, c'est une organisation. Donc, elle va répéter les mêmes choses dans les pays qui sont frontaliers à la Russie pour dire, bon, on a battu la Russie en Ukraine. On va répéter les mêmes choses en Biélorussie. On va répéter les mêmes choses au Kazakhstan. Et donc, on est prêt à aller jusqu'au bout. Et on va encore battre la Russie là-bas. Et donc, du coup, ça va leur donner des dents à vouloir répéter les mêmes choses dans d'autres coins où la Russie est... Même ils risquent de s'apprendre à Bachar al-Assad pour dire on va intervenir, ceci, cela, pour l'enlever au pouvoir. Et donc, ils vont même vouloir intervenir en Iran pour dégager le truc. Si la Russie perd, même au Venezuela, ils vont vouloir aller là-bas pour renverser Maduro. Même au Cuba, ils sont capables de débarquer au Cuba pour faire n'importe quoi. Et donc, Poutine, il est conscient et il voit la globalité de ce qui se passe en Ukraine. Donc, il ne peut pas reculer. Et s'il recule et qu'il abandonne l'Ukraine,
son propre peuple va lui demander des comptes. Pour dire, si c'est pour reculer et abandonner l'Ukraine, pourquoi envoyer des Russes en mourir cadeau? Pourquoi affaiblir l'armée russe sans aucun gain, sans aucune victoire? Ils vont lui demander des comptes. Donc là où il est, c'est inadmissible, c'est impossible qu'il recule. Et si les Occidentaux reculent aussi, ils disent, bon, ils ne vont plus conquérir les territoires, mais le monde entier va dire, bon, la Russie a gagné. Et l'Ukraine va dire, ben, vous nous avez trompés. Pour finir, les Ukrainiens risquent de se retourner contre les Occidentaux pour dire, vous nous avez manipulés, la Russie a pris, a pris encore certains territoires ukrainiens et vous ne nous avez pas aidés à les reconquérir. Et donc, vous êtes des traîtres. Et pour finir, s'il y a un nouveau dirigeant, il risque de tourner le dos aux Occidentaux. Donc, voici le vrai danger. Et donc, c'est ce qui fait que la violence augmente de jour en jour. Chacun veut montrer qu'il est fort. Les alliés du truc de l'Ukraine montrent que non, eux là, ils ne relâchent pas, ils ne vont pas relâcher l'Ukraine. Et qu'ils sont puissants. Ils vont faire casser les dents à la Russie. Ils vont battre la Russie militairement parlant. La Russie montre que non. Depuis que la Russie existe en tant que fédération de la Russie, elle n'a jamais perdu de guerre. Je ne parle pas de trucs en tant que la Russie descend et tout. Non, depuis que la Russie est devenue la Russie, depuis les années 90, là, elle n'a pas encore perdu de guerre. Elle a intervenu partout, elle a toujours gagné. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Ah, merci pour ceux qui ont donné les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Femme agro du monde. Oh, vraiment, merci madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe. Et donc, si vous attendez des soi-disant spécialistes des plateaux, en cravate, en costard et tout, pour dire non, Bakhmut, ce n'est pas une ville stratégique, et que c'est pour juste donner une petite victoire à Poutine, et que les Russes mettent toutes leurs forces sur Bakhmut. Non, non, non. Ce n'est pas l'armée russe qui est à Bakhmut. Parce que, faut pas, ils vont distraire les gens. C'est Wagner qui est face à l'OTAN, à l'armée professionnelle occidentale. Il faudrait que les gens le précisent ainsi. Ceux qui disent que non, ils sont incapables. Ils ne sont pas professionnels. Ceux qu'ils appellent les prisonniers russes là, c'est eux qui sont à Bakhmut. Ce sont eux qui se mesurent avec les soldats, les forces spéciales de l'OTAN. Ce n'est pas l'armée nationale russe qui est là-bas. La Russie s'organise pour lancer une vraie truc offensive. Donc c'est Wagner qui est là-bas, qui fait face. Et là-bas, là, les soldats ukrainiens meurent. 300, 400 par jour. Est-ce que vous comprenez? Et sur les plateaux, les gens, ils font la propagande. Ils mentent aux gens pour dire non. Poutine envoie les gens à l'abattoir. Et que les soldats de Wagner meurent par milliers. Ils ne sont pas professionnels. Mais les médecins qui viennent de trucs de Bakhmut, qui vous expliquent que là-bas, là, c'est l'enfer. Et que là-bas, là, il y a 300, 400 personnes par jour qui meurent ou qui sont blessées, qui ne peuvent plus combattre. Et que c'est l'enfer sur terre. Ils regardent ça et disent, non, ce sont les Russes qui meurent. Quelles sont ces bêtises? Pourtant, à Bakhmut, ils ont changé de régiment à plusieurs reprises. Je viens, excusez-moi.
Désolé, j'espère que vous allez très bien. Donc on est là. Alors, donc, du coup, je disais que ce ne sont pas les forces spéciales russes qui sont là-bas. C'est Wagner qui est là-bas. C'est Wagner qui est là-bas face aux forces spéciales des pays membres de l'OTAN. Et pour discréditer l'armée russe, ils disent non, non, ce sont les Ukrainiens qui se font tuer, ainsi que les soldats membres de l'OTAN qui se font massacrer là-bas. 300 à 400 par jour. Donc, en fait, le calcul. Par semaine, il y a combien de pertes en vie humaine? Et pourquoi ils s'entêtent tant à vouloir conserver cette ville? Si cette ville n'était pas une ville stratégique, et que c'était une ville qui était si banale, pourquoi perdre une telle vie pour faire plaisir à qui? Ou bien pour dire, bon, on ne veut pas que Poutine ait au moins une petite victoire, donc on préfère sacrifier autant d'hommes? Non, c'est que les généraux du plateau de la France vous expliquent, ce sont des menteurs, ils ne connaissent rien. Quand ils disent que ce n'est pas une ville stratégique, non, c'est faux. C'est un grand carrefour. C'est un grand carrefour. Pourquoi je vous le dis? Parce que depuis Bakhmut, vous pouvez vous diriger vers Zaporizhia. Vous pouvez vous diriger vers Sloviansk. Vous pouvez vous diriger vers Kramatorsk. Et donc, si Bakhmut tombe, puisque l'objectif des pays membres de l'OTAN, c'est de lancer une offensive pour aller vers Mélitopol. Est-ce que vous comprenez? C'est de lancer une offensive pour aller vers Mélitopol. Mais pour aller vers Mélitopol, il faut passer vers Zaporizhia pour descendre vers Mélitopol. Vous comprenez? Or, si Bakhmut tombe, les Russes vont couper pour aller vers Zaporizhia pour aller où il y a la centrale nucléaire que contrôlent les Russes. Et donc, du coup, les Ukrainiens ne pourront plus lancer d'offensive sur Mélitopol. Et les pays membres de l'OTAN, ils comprennent ça parce qu'il y a une route, une grande autoroute qui va là-bas directement. Et donc, du coup, à partir de là, les Russes peuvent frapper pour aller vers Zaporizhia et aller vers la direction de Kherson. Ils comprennent. Donc, s'ils vont sur cette direction, mais l'objectif ukrainien tombe à l'eau, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN qui veulent prendre d'assaut vers Zaporizhia pour aller vers Mélitopol. Et une fois à Mélitopol, ils veulent bombarder la Crimée. Les Russes, ils comprennent la logique. Voilà pourquoi ils veulent prendre Bakhmut. Donc, via Bakhmut, ils vont couper cette stratégie militaire que les pays membres de l'OTAN nourrissent en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, depuis là aussi, ils vont aller vers Kramatorsk et Sloviansk. Et donc, s'ils frappent vers Kramatorsk et Sloviansk, ce qui fait que le Donbass sera totalement libéré. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a le Dniepr qui est là, et il y a l'eau, le Dniepr. Et donc, les Russes vont avancer leur poste. Si c'est avancé, et que cette rivière, le Dniepr qui est là, les Ukrainiens auront du mal à vouloir traverser ça parce que les Russes seront en mesure de détruire les ponts qui sont là-bas, qui vont permettre aux Ukrainiens de passer de l'autre côté du Donbass, ce qui va rendre incapable la manœuvrabilité des pays membres de l'OTAN, leurs militaires. Et donc, du coup, pour traverser le Dniepr, il leur faut beaucoup de moyens, les embarcations et tout. Et les Russes vont frapper ça. Et donc, du coup, la guerre est finie. La guerre sera déjà finie. Voilà pourquoi les pays membres de l'OTAN et l'Ukraine mettent autant d'hommes sur Bakhmut et qui ne veulent pas que Bakhmut tombe dans la mer de la Russie. Voilà pourquoi ils envoient des divisions qui se font massacrer, des milliers de divisions qui se font massacrer, mais quand même, ils veulent qu'il y ait assez de divisions, mais malgré les différentes divisions qu'ils emmènent, les musiciens ont pu pénétrer la ville. Je viens.
Donc, les musiciens ont pu pénétrer la ville. Ils ne sont pas encore arrivés au centre-ville, mais ils sont déjà dans les villages qui sont aux alentours. Je prends un exemple. Par exemple, on dit, bon, ils sont déjà à Bigan, ils sont à Kouté, hein, ou bien vers le Kogro, mais ils ne sont pas encore arrivés vers Plateau, Cocody, les trucs comme ça. Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont aux alentours. Ils sont dans Bigan, mais ils ne sont pas encore arrivés au centre-ville, les vrais quartiers où il faut faire truc. Ils ne sont pas encore arrivés là-bas, ils sont dans les petits quartiers là, dans les petits villages à côté là. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ils sont là-bas, mais les Ukrainiens ne veulent pas que cette ville tombe, parce que c'est une ville stratégique. Et ils savent que si ça tombe, ils ne pourront pas tenir le Donbass. Parce que leur quartier général, directement, va être pris d'assaut. Leur quartier général se trouve à Kramatorsk. Et il y a une autoroute depuis cette ville qui va vers Kramatorsk. Est-ce qu'ils vont prendre des trucs pour gratter l'autoroute, pour faire disparaître l'autoroute? Ils ne peuvent pas le faire. À moins qu'ils disent, bon, nous allons faire un gros trou, on va prendre des machines pour détruire l'autoroute, pour ne pas que, bon, les véhicules passent pour aller vers Kramatorsk. On va prendre un truc pour détruire cette grande voie qui va vers Sloviansk, on va détruire. Non, ils ne pourront pas faire ça parce que ce ne sont pas des ponts, ce sont des routes normales. Alors, quel plan ils vont mettre sur pied? Ils vont faire des checkpoints sur les autoroutes pour dire, bon, on fait un petit barrage. Là, on va... Non, ça ne peut pas marcher, les petits barrages. Donc, pour tenir encore une autre ville, ils seront obligés de creuser des tranchées autour des autres grandes villes, comme Kramatorsk, Sloviansk et d'autres villes. Ils vont creuser des tranchées pour défendre ces villes. Or, ces autoroutes vont permettre à la Russie d'envoyer de la logistique vers là-bas et pilonner ces villes-là, hein, en restant dans la périphérie de ces villes-là pour les pilonner. Voilà le vrai danger, parce que s'ils prennent en Slovien, comment on appelle ça, Bakhmut, il n'y a pas assez de villages. Il n'y a que de la forêt pour arriver à Sloviansk ou Kramatorsk. Donc, du coup, ça ouvre une grande voie. C'est quand il y a des villages qu'il faut traverser, les gens ils peuvent mettre des lignes de défense. Mais s'il n'y a pas de village, il n'y a que des trucs de la forêt, vous allez mettre quelle ligne de défense pour dire, bon, on va faire truc? Non. Vous serez obligé, à moins que vous leur tendez des embuscades, hein, en vous cachant dans ces forêts-là, pour dire, bon, on va les entendre, s'ils viennent, on va, voilà. Mais en dehors de ça, vous ne pouvez pas leur tendre des embuscades longtemps. Vous pouvez réussir une fois, deux fois, mais troisième fois, là, ils vont savoir que vous êtes... Donc, ils sauront comment faire. Alors, voici le vrai problème. Voilà pourquoi ils défendent tant. Hein? Voilà pourquoi ils défendent tant cette ville de Bakhmut. Mais ça va tomber. Ne vous inquiétez pas, ça va tomber. Puisqu'ils avancent. Chaque jour qui passe, ils avancent. Les Russes avancent. Quand je dis Russes, je parle de Wagner qui avance. Et elle mate. Hein? Cette organisation, elle a maté l'armée nationale de l'OTAN. Et c'est ce que les gens doivent retenir. Wagner n'est pas pour les enfants. Parce qu'ils minimisent Wagner, un groupe paramilitaire qui réussit à briser une ligne de défense d'une ville de 35 000 habitants, où il y a, qui est un grand carrefour, où il y a tous les soldats professionnels des pays membres de l'OTAN, bien équipés, avec les armes modernes, mais ils arrivent à briser leur ligne de défense pour pénétrer dans la ville. Mais vous ne pouvez pas dire que ce sont des plaisantins. Ce sont des vrais guerriers. Et les Occidentaux même, ils savent. Mais comment ils ne peuvent pas faire leurs éloges? Ils sont en conflit. Tout ce qu'ils doivent dire, ils doivent dire non, ce sont des plaisantins, ce sont des trucs, hein, des gens qu'on envoie, hein, à l'abattoir, ceci, cela. Quelqu'un que vous dites, il s'envoie à l'abattoir, mais vous pleurez que non, c'est l'enfer sur terre. Mais qui crée l'enfer sur terre à Bakhmut? Mais ce sont ces mêmes-là que vous dites que non, ils sont incapables. Donc voici un peu la réalité. Oui, ils ont pénétré déjà dedans. Ils ont pénétré dans la ville. Et il y a, vous savez, combat de rue, là, c'est pas facile. Voilà, combat de rue, il faut immeuble par immeuble, maison par maison,
voilà, quelqu'un il se cache de l'autre côté de la maison, et donc si tu ne fais pas attention, c'est là-bas tu meurs. Donc il faut être des professionnels, hein, soyez des professionnels quand vous êtes là mener un combat de rue dans une grande ville où il y a des immeubles, des snipers sont positionnés partout, qui ont des visions optiques pour tirer sur vous. Et donc, du coup, quand tu rentres dans une ville, lui qui est dans la ville, il connaît les entrées et sorties de la ville. Maintenant, toi qui rentres là, tu ne connais pas tout ça. Il y a des snipers qui sont déjà positionnés sur les immeubles, les toits, dans des maisons inachevées qui attendent. Donc, du coup, il faut avancer avec prudence. Voilà pourquoi, sur le truc au combat de rue, dans une ville, il y a assez de pertes en vie humaine. Et donc, Wagner a compris. Vous-même, vous dites que la ville n'est plus habitée et que la population a fui. Bon, s'il n'y a plus de population, ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires. Donc, eux, là, ils prennent des chars. S'ils voient que dans un immeuble, quelqu'un il tire, ces chars, c'est au but qui frappe l'immeuble, douille. Tout ce qui est là-bas, là, ça s'écroule. Il n'y a plus de civils. Il n'y a plus de civils là-bas. Ce sont des mercenaires, des pays membres du l'OTAN qui sont là-bas. Et ils se plaignent qu'ils rasent tout. Mais ils rasent tout. Les civils sont partis. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des soldats en faisant un combat de rue. Donc, ils balayent tout. Et puis, ils s'en vont. Ils avancent. D'autres Ukrainiens qui fuient, ils tuent certains civils qui sont restés, qui sont pro-russes. Ils tirent sur eux et puis ils courent. Ils s'en vont. Mais peu importe, la ville va tomber. Elle tombera. Et quand elle va tomber, c'est là il aura l'offensive russe, vrai. L'armée russe va rentrer en action pour lancer des offensives dans toutes les directions. Et c'est ce qu'eux, ils veulent. Voilà, il dit personne ne fait éloge de son ennemi. C'est ça. Donc il faut dénigrer l'ennemi, il faut dire il est incapable, il est incompétent, ceci, cela. Et il se pose des questions. Est-ce que l'armée russe est capable de lancer une offensive, une contre-attaque parce qu'elle n'a plus les moyens? Tout ça, ils sont là dénigrés. Si elle n'a plus les moyens, l'OTAN attend quoi pour enlever Poutine au pouvoir? C'est simple. Vous dites qu'ils n'ont plus de moyens. Vous êtes incapable de les chasser en Ukraine. Vous êtes incapable d'aller au Kremlin pour arrêter Poutine. Mais vous êtes là, vociférez sur les plateaux. Arrêtez à un moment donné vos conneries. Voilà, les musiciens combattent contre l'électorat de 30 pays, c'est ça. Mais ils arrivent à prendre le dessus, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, chez eux, là, c'est là-bas, la honte devrait être. Parce que les musiciens, ils sont bien formés. C'est des spécialistes. Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne font pas 20 000 soldats qui sont à Bakhmout. Mais à Bakhmout, il y a beaucoup de soldats, plusieurs divisions. Il y a plusieurs divisions à Bakhmout. Pourquoi? Devant les musiciens, ils n'arrivent pas à repousser les musiciens. Pourquoi? Ils n'empêchent pas les musiciens de rentrer dans la ville, mais les musiciens sont rentrés. Donc, du coup, ce sont les musiciens qui sont les professionnels. À Bakhmout, les soldats de l'OTAN, ils se sont vantés tellement que non, ils sont les meilleurs, ils connaissent tout, mais en réalité, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, sur ce, on se laisse. Oui. Il y a 15 000 Allemands, soldats allemands. Il y a les Britanniques, il y a les Américains, il y a les trucs, les Polonais, ils sont nombreux même. Ils sont maintenant plus nombreux que même les trucs, comment on appelle ça? Ils sont nombreux que les Ukrainiens. Même en Pologne, ils ont lancé une mobilisation parce que ce qui ne leur regarde pas, la guerre qui ne leur regarde pas, ils voient que leurs soldats finissent. L'armée régulière, même polonaise, est en train de finir. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup en Ukraine qui sont morts. Donc, ils ont lancé une mobilisation. Ils veulent 200 000 trucs soldats. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous lancez une mobilisation. Il n'y a pas de guerre. Mais non, en réalité, leurs soldats professionnels sont déjà en Ukraine et beaucoup sont morts. Et donc, ils veulent les remplacer. Ils lancent une mobilisation. Les Polonais, beaucoup ont fui. Ils sont partis en Allemagne. Beaucoup ne veulent pas rentrer dans l'armée. Ils ne veulent pas se faire enrôler. Ils ont commencé à fuir. Donc, on se laisse.